Bonjour, donc je suis Nicolas Steil, producteur et réalisateur. C'est d'abord l'histoire d'un homme qui a mal démarré dans la vie. Au niveau de sa petite enfance, en fait, c'est ce qu'on appelle un enfant caché, qui est une partie de la Seconde Guerre mondiale qui est relativement inconnue. Donc, à un certain moment, dans certaines familles juives, les parents ont fait le choix de mettre leur enfant à l'abri. Et pour ce faire, ils l'envoyaient par ce qu'on appelle en allemand les Kindertransporte, c'est-à-dire les transports d'enfants, dans des villes qui étaient encore moins dangereuses. Et donc, notre jeune héros, lui, il part de Vienne et il est envoyé à Bruxelles. Et c'est là qu'il va être un enfant caché avec des parents adoptifs, des parents de substitution. Il va en changer plusieurs fois et il va être caché pendant l'entièreté de la guerre et il va surtout en concevoir bizarrement une rancune par rapport à ses parents et notamment par rapport à sa mère. Il va avoir le syndrome de l'enfant abandonné et pour arriver à survivre, parce que c'est un survivant, il va s'inventer d'autres réalités. Et pour ce faire, il va utiliser les réalités qui sont offertes par le septième art, c'est-à-dire par le cinéma, puisque un de ses parents adoptifs l'emmène au cinéma, il découvre la magie du septième art, et finalement, comme il a beaucoup de mal à prendre des risques émotionnels, il va commencer à s'exprimer beaucoup à travers des tirades ou des répliques de films qu'il aime. C'est une manière de se cacher, de ne pas se dévoiler et en même temps de faire parler les héros de son enfance dans les films américains qu'il voit dans les cinémas, etc. Donc il évolue dans la vie et il devient le patron de ce qu'on appelle un Delicatessen, qui en fait est un restaurant dans lequel on sert à la fois des spécialités yiddish, mais aussi des spécialités bruxelloises, bruxellaires, dans le jargon, le dialecte bruxellois. Et il y a deux scènes, en fait, dans ce délicatessen, et ces deux scènes sont reliées par un catwalk. Et donc, en fait, le show est permanent. Et c'est lui qui organise ce show permanent avec les gens qui sont assis de part et d'autre de ces scènes. Et tous les jours, il y a des quiz sur le cinéma, des tas de choses à gagner, des bonnes choses à manger. Et donc, il y a des jeux et il y a une ambiance à nul autre pareil dans cet endroit qui est totalement cosmopolite. Il y a à la fois les amoureux du cinéma qui viennent, il y a les élèves de l'INSAS, qui est fameuse école du cinéma à Bruxelles, comme la FEMIS à Paris. Et puis, il y a des gens des deux communautés qui viennent dans cet endroit où il fait bon vivre et où il fait bon échanger. Donc, euh, notre ami Saül Birnbaum, puisque c'est lui dont il s'agit, n'a pas réellement réussi à construire une vie avec une cellule familiale et il n'a que des amours de passage. Des amours de passage dans son petit studio qui est au-dessus du petit appartement qui est au-dessus justement du restaurant. Et ça le laisse quand même quelque part en attente. Et un jour, il tombe red dingue amoureux d'une belle blonde qui apparaît tout en haut de l'escalier, qui s'appelle Anna, qui se révèle être juive, il voit sur son bras le fameux tatouage des camps de concentration. Et cette relation, il se dit que c'est la femme de sa vie, et cette relation est bizarre puisque chaque fois qu'il pense que la relation se met en place, elle disparaît, et puis elle revient, elle disparaît, et puis on va au fur et à mesure du film comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Je crois que c'est une combinaison des deux. C'est à la fois un intérêt cinématographique, mais c'est un intérêt personnel à cause de l'histoire, effectivement, de ma famille, des branches de ma famille, qui remontent du côté français et du côté allemand, avec des ascendances dans le nord de l'Allemagne et également du côté français. Et ces réunions de famille où
les membres de la famille se foutaient sur la gueule entre les résistants, entre les réfractaires, entre les collabos, entre ceux qui reprochaient la mort de l'enfant dans les camps de concentration, etc., etc. Et donc, cette zone grise m'a beaucoup influencé, m'a toujours interpellé. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place? Au début de ma vie, quand j'étais jeune, tout ça me paraissait totalement noir et blanc, évident. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre qu'il y a beaucoup de nuances de gris et que la chose n'est pas aussi simple que ça. Et il se fait qu'il y a à peu près une trentaine d'années, en 1990, pour être plus précis, j'ai rencontré celui qui sera un de mes scénaristes pour ce film, Le chemin du bonheur, Henri Juan Rosenblatt, de son nom au départ Hans Rosenblatt, à qui cette histoire est arrivée, qui était un enfant caché de Vienne à Bruxelles, et qui raconte ça dans un livre. Donc, Henri est un très bon ami, c'est un petit peu mon papa de cinéma, lui-même il était producteur et réalisateur, et on a à peu près les mêmes goûts en matière cinématographique. Et donc, finalement, j'avais été très frappé par le fait que dans sa relation avec sa mère, il lui en voulait toujours, même à 80 ans passés. Et donc, Henri Rowan Rosenblatt a écrit ce livre, et au fur et à mesure des 5 à 7 années qu'a duré le développement, parce que de l'écrit à l'écran, c'est un long voyage, je l'ai mis ensemble avec un autre ami qui s'appelle Michel Fessler, avec un grand scénariste qui a été nominé 3 fois aux Oscars pour 3 films différents, dont Ridicule de Lecomte. Et finalement, cette rencontre est devenue fusionnelle. Et à 3, on a essayé de faire cet exercice un peu psychanalytique, où on est retourné en arrière dans cette histoire de survie et surtout cette histoire de transformation d'un traumatisme originel en quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose qui a une résonance qui a eu une résonance dans nos vies à tous les 3 et qui, je pense, peut avoir une vraie résonance dans la vie du spectateur, du public. C'est-à-dire d'essayer de se dire que si on transforme positivement des choses qui sont douloureuses, on arrive à sortir vers le haut à partir du moment où on voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et donc, en gros, on s'est rendu compte qu'on voulait faire un peu un feel-good, c'est-à-dire c'est une comédie dramatique, ça commence mal, mais ça finit bien et on arrive à sortir vers une belle histoire d'amour, même s'il y a des choses dramatiques qui sont en train de se passer. Et je dois dire que sur le tournage, l'ambiance du tournage, c'était un vrai bonheur, sans mauvais jeu de mots, à travers l'équipe, à travers tous les acteurs. On était tellement heureux, tellement contents d'être là, malgré le petit accident au milieu, puisqu'on a été arrêté pour cause Covid. Et d'un jour à l'autre, la moitié de l'équipe était censément positive, ce qui était une erreur de laboratoire. Et on a été mis en quarantaine et on a pu reprendre, mais avec un décalage d'une semaine, avec tout ce que cela représente comme problème et comme dépassement au niveau des agendas de chacun, etc. Mais enfin, on a réussi à terminer le jour avant que tout se ferme en Belgique. Donc, quelque part, dans notre malheur, on a eu de la chance et ça a donné une ambiance un petit peu particulière à ce tournage. On était les survivants du tournage arrêté, donc c'était très agréable. J'en pense que je suis très flatté. Et puis, il y a aussi un petit aspect de la Vita e Bella, parce qu'on peut parler positivement de choses éminemment tragiques à un certain moment. Et puis, au niveau de la manière de sortir le film, on a un ami à moi, Philippe Reinhardt, pour ne pas le citer, grand amoureux du cinéma, a eu une idée que je trouve formidable, c'est justement de faire les sorties en coopération avec les cinémathèques et de leur proposer, pendant la sortie, de programmer tous les films dont on parle à l'intérieur du film. Et ça, je trouve ça une idée super. Et donc, les gens vont pouvoir aller dans les cinémathèques, voir les films dont on parle, en discuter. On va faire des quiz et des tas de choses. Ça commence par La Grande Bouffe, ça passe par Casablanca, enfin, par tous les grands films. Et donc, dans chacun des plans, on a essayé de mettre
des petits gags, c'est-à-dire en fait ce qu'on voit à l'arrière-plan est toujours en résonance directe ou indirecte avec ce qui se passe dans la dramaturgie, dans l'image, dans ce qui arrive au personnage, quoi. Donc c'est plein de clins d'œil, j'allais dire de clins d'yeux, de clins d'œil, et ça permet à chacun de s'y retrouver. Donc c'est un film que j'espère à plusieurs lectures pour les amoureux du cinéma, mais aussi, je pense que c'est un film populaire avec des accents auteurs. Ouais, et ça, je trouve ça, il est porteur de sens, mais en même temps, il est drôle et agréable à regarder et il véhicule quand même des valeurs qui, pour moi, sont très importantes, qui sont la volonté de survivre et l'humanisme, le respect de l'autre, etc., etc. C'était absolument dans cet esprit-là, la gamine de Jeux interdits, mais en même temps, c'était parce que j'ai une grande admiration pour Brigitte Fossey et quand elle est arrivée sur le plateau, tout de suite, c'était formidable. Elle était d'une gentillesse et d'un professionnalisme avec toute l'équipe, tout le monde l'a adorée, et c'était que du bonheur de tourner avec elle. Et puis elle venait avec des idées, avec des suggestions, comme la plupart des acteurs d'ailleurs, mais elle était vraiment extrêmement constructive et on voit donc le grand professionnalisme à travers tous les rôles qu'elle a fait. C'était une lumière, comme tous les acteurs et toutes les actrices sur le film. C'était vraiment des lumières les uns après les autres. Simon est devenu assez rapidement une évidence pour moi. Je connais et je respecte son travail immense au théâtre. J'avais déjà travaillé avec lui sur d'autres films. Je connais sa fibre comique et son sens de la répartie et son intelligence émotionnelle. Et donc, quand on a eu un premier contact, ça a tout de suite fonctionné. On a su qu'on allait pouvoir faire quelque chose et qu'on avait les mêmes valeurs et qu'on allait bien rigoler. Et donc, on a beaucoup, beaucoup ri sur le tournage et il fallait qu'on trouve une blonde hitchcockienne dont Simon pouvait tomber amoureux. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Pascale Arbillot, d'en parler avec elle, et j'ai tout de suite su qu'elle était la femme parfaite et qui avait la profondeur émotionnelle pour livrer ce rôle difficile, parce que en fait, elle doit jouer à la fois la femme qui est amoureuse, mais en même temps la femme en fuite. Et donc, elle est toujours sur plusieurs registres. Et cette espèce de fragilité qui rend les hommes amoureux, en tout cas, moi, je la regardais avec des yeux amoureux, et Simon aussi d'ailleurs, euh, pour nous, c'était formidable, quoi. Donc, c'était une héroïne de film américain à laquelle on a cru dès la rencontre de ce couple. Et il y a certaines scènes dans le film, par exemple, quand ils marchent ensemble dans la galerie, on a un très très long travelling arrière où il y a une espèce de complicité naturelle. On a vraiment l'impression que c'est la manière dont ils se parlent. On a l'impression que c'est la vie de tous les jours et que ça n'a plus rien à voir avec du cinéma et que la manière dont elle réagit à ses saillies et à ses plaisanteries, c'est la même que celle qu'elle peut avoir en dehors du plateau. Et donc ça, c'était un bonheur de tous les instants de voir ça tous les jours. Et pour nous, de pouvoir tourner avec mon excellent chef-op, on a beaucoup de plans séquences, on a beaucoup de plans grues, et il y avait une symbiose totale entre le directeur photo et le chef machinot. En fait, ils dansaient tous les deux ensemble et ça nous permettait de donner beaucoup d'élévation à un certain moment, à certaines scènes et de faire en sorte que l'émotion soit au rendez-vous, mais en même temps en étant relativement discret et en laissant la place nécessaire à nos acteurs. C'est clair que Angoulême occupe de mon cœur une place tout à fait à part pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour mon premier film, pour Réfractaire, j'étais sélectionné en compétition à Angoulême et c'est Dominique
qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Le jury était à l'époque présidé par Sandrine Bonner. Et d'ailleurs, après, on a coproduit le film de Sandrine. Je regarde à droite, j'ai l'affiche, j'enrage de son absence. Formidable, formidable film avec lequel on était à la semaine de la critique à Cannes. Et après, j'ai eu la chance d'être invité, de faire partie du jury. Et c'était vraiment une grande aventure pour moi. D'abord, il y avait Madame Nathalie Baye. Il y avait des tas d'autres membres du jury avec lesquels on a beaucoup ri. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer une personne qui est devenue maintenant une grande amie, qui est Émilie Dequesne. Euh, et, euh, et c'était très, très agréable. On a sympathisé. J'ai rencontré son mari. Qui est un homme formidable, qui est comédien lui aussi, Michel. Et après, pour la troisième fois, on est revenu dans le cadre de l'hommage au Luxembourg. Et ce qui est particulier à Angoulême, et ça c'est vraiment Marie-France Brière et Dominique Besnehard, et ils sont responsables de cette alchimie particulière qui fait que c'est un endroit où le cinéma est respecté et où les gens s'intéressent aux films. Moi-même, je faisais partie des queues pour aller voir les films avec mon épouse, mon fils, et les gens discutent entre eux sur le film. Ils sont parfois pas d'accord, parfois ils sont d'accord, et ils vibrent d'enthousiasme. Et il y a cette ambiance bon enfant qui est absolument la même de celle du Happy Hour à l'hôtel Mercure, où on a des grandes stars, mais qui sont en contact normal et naturel avec tout le monde. On peut les approcher, on peut discuter avec eux. C'est l'antithèse, en fait, des festivals plus importants où tout est plus fermé. Et à travers cette ambiance constructive et humaine, ça devient des vacances cinématographiques. Alors, le fait d'y retourner pour mon film, pour moi, c'est cadeau.